Hébron. Une ville où chaque pierre raconte l'histoire d'un conflit ancien, où le quotidien se dessine sous le contrôle constant et les lignes invisibles de l'armée israélienne. Aujourd'hui, près de 250 000 Palestiniens vivent à Hébron et ses alentours immédiats, aux côtés d'environ 800 colons protégés par plus d'1 millier de soldats israéliens. Dans la vieille ville seule, ce sont presque 10 000 habitants qui résistent encore. Les rues fermées de la vieille ville, les maisons aux fenêtres obstruées, les commerces abandonnés, tout témoigne d'une occupation qui ne laisse aucun espace neutre. Julien, fondateur de Frontlines for Peace, s'est rendu en Cisjordanie dans le cadre d'une mission de terrain pour Gaza's Voice. Cette formation de 3 mois, portée en collaboration avec Supernova et la Maison de la Presse palestinienne, vise à former une nouvelle génération de journalistes gazaouis pour raconter leur réalité et devenir la voix des sans-voix. Guidé par Anwar Abou Eché, franco-palestinien, ancien ministre de la Culture de l'Autorité palestinienne et mémoire vive d'Hébron, Julien a parcouru les ruelles étroites, rencontré les habitants dont le quotidien est façonné par l'ombre permanente de l'armée, pénétré dans des maisons aux fenêtres barricadées, ressenti la tension palpable à chaque coin de rue et découvert, au cœur de cette oppression, la force d'une culture qui survit par la résistance et la mémoire collective. Aujourd'hui, je suis à Hébron, grande ville du sud de la Cisjordanie, en plein cœur de la Palestine. Nous allons passer la journée avec Anwar Abou Eché, qui va nous faire découvrir Hébron, son histoire, sa richesse architecturale, ses gens et surtout la colonisation omniprésente jusqu'au cœur de la vieille ville. Je suis né à Hébron, dans la vieille ville, en 1951. J'ai été banni d'Hébron en 1974. Je suis allé faire mes études universitaires en Algérie. Ensuite, j'ai continué mes études supérieures en France, où j'ai obtenu le statut de réfugié politique. Et après, j'ai obtenu par mariage la nationalité française. Dès qu'il y a eu les accords d'Oslo, j'ai décidé de faire mon alia. Donc, je suis rentré à Hébron en 1995-96. J'ai eu l'immense chance de pouvoir enseigner le droit à l'Université Al-Quds. C'est ce qui était le plus important. J'ai adoré le métier, j'ai adoré mes étudiants. J'ai été élu membre du conseil municipal d'Hébron 2 mandats. Et peut-être l'activité la plus importante que j'ai actuellement, l'activité de cœur, je dirais. C'est cette association des centres culturels Hébron France qui est très active dans tous les domaines culturels, mais aussi dans les domaines sociaux. En 1996, nous avons voulu créer une association culturelle, et surtout dans la vieille ville. Mais on s'est rendu compte que la population de la vieille ville, c'est une population très pauvre financièrement, frustrée à cause de l'occupation et de l'économie. Donc, on a embauché 2 assistantes sociales. Au début, on travaillait avec les enfants seuls, ensuite les enfants et des mères. Par exemple, des mères qui ont demandé à ce qu'on leur enseigne l'hébreu pour comprendre ce que les soldats disent. C'était un endroit où les femmes respirent un peu plus et apprennent à chaque fois qu'ils viennent ici. Par exemple, ici. Ici, par exemple, c'est une initiative de librairie, venez voir. Sartène! C'est une soldate même de moins d'un an, une femme qui a eu envie de faire une librairie. On l'a aidée et maintenant, ça marche, quoi. Ouais. Quand ma mère était enceinte de moi, ma grand-mère paternelle s'est fâchée d'elle, elle l'a expulsée. Elle habitait là, au dernier étage, elle est descendue, elle a traversé, elle est allée chez la tante. Ma mère a accouché d'un très beau bébé et la mère de ma mère, qui s'appelait Rose, est montée chanter dans ces fenêtres-là. Il y a les gendarmes jordaniens qui sont arrivés ici pour amener Rose en prison. Parce que quelques jours avant,
Il y a le roi Abdallah de Jordanie qui a été assassiné. Et donc, c'était interdit pendant 40 jours de sourire, de chanter, de montrer un signe de joie ou même d'écouter la radio. Vous voyez dans quelle ambiance je suis né? C'est ma mosquée, ça. Quand j'étais jeune, je faisais toutes les prières avant 1967. J'étais infidèle à la mosquée et parfois je faisais l'appel de la prière. Mon parcours politique a commencé peut-être quand je suis devenu le président de l'Union générale des étudiants de Palestine en France. C'était en 78 jusqu'au 82. Au milieu de cette période, je suis devenu le secrétaire de Sam Safawi. C'était par conviction que j'ai travaillé avec lui comme son secrétaire parce que son domaine était le contact avec les Israéliens. Évidemment, c'était des contacts secrets en ce moment-là. C'était une période où on croyait vraiment à une paix. D'ailleurs, ça a abouti jusqu'en 1993. Mon chef de Sam Safawi a été assassiné en 1983 par les extrémistes palestiniens. Et moi, j'ai été blessé. Et tout de suite après, je suis devenu le représentant de la jeunesse et des sportifs palestiniens pour l'Europe. Mon travail, surtout, très brièvement, était de créer des relations entre sportifs européens et sportifs palestiniens. Et donc, c'était une période aussi où j'étais en contact toujours avec des territoires occupés. Et ensuite, quand il y a eu Oslo, je suis rentré. Et c'est pendant que j'étais élu à la municipalité que j'ai été nommé ministre de la Culture. J'ai été membre aussi d'un comité de dialogue avec la société civile israélienne. Et donc, notre mission était d'aller voir les Israéliens, de leur parler, de leur expliquer ce que c'est la politique de l'OLP. Et surtout, les gens qui n'ont pas eu l'occasion de parler avec les Palestiniens, qui ne connaissent pas les Palestiniens. Bien sûr, pour une paix juste et partout et toujours, nous parlons, et c'est notre Bible, de droit international. Malheureusement, tout ce que nous avons fait a été balayé dès l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir, il y a un peu plus que 3 ans, et surtout après le 7 octobre. Voilà, mais on reste debout parce que c'est très facilement constatable de voir que le gouvernement israélien fait tout, mais tout pour que les Palestiniens en aient marre de tout et quittent le pays. Par exemple, là, il y a une fermeture. Si on veut aller dans une maison palestinienne au-delà de la fermeture, il faut faire 7 kilomètres pour y arriver. C'est toujours une manière d'obliger les Palestiniens à contourner. Sur les hauteurs d'Hébron, Anouar raconte H2, cette zone de la ville placée sous contrôle militaire israélien, où environ 800 colons vivent au milieu de la vieille ville. Ici, chaque rue est surveillée, chaque passage filtré. Les Palestiniens y subissent des checkpoints, des fermetures de rues, des restrictions qui rythment leur quotidien et limitent leurs déplacements. Dans cette zone H2, absolument tous les pouvoirs sont aux mains de l'armée israélienne. C'est interdit aux agents de la sécurité palestinienne de passer et on ne peut exécuter aucun jugement. Voilà pourquoi, dans cette zone, il y a tous les recherchés par la justice, mais aussi les gens les plus pauvres financièrement. Dans cette zone H2, il y a environ 100 000 Palestiniens, mais il y a une zone où il y a des colonies où c'est beaucoup plus fermé. On va voir comment c'est fermé. Voilà la vieille ville qui était 1 kilomètre il y a 75 ans. On peut voir mon école primaire qui est devenue une yeshiva. On peut voir le cimetière d'Hébron qui est entouré aussi par des colonies. Il y a des vestiges parmi les plus anciennes de la Palestine. C'est interdit de d'effectuer le moindre changement. Et ben, les colons, ils ont construit quand même un bâtiment sur ce site-là. Depuis ce point de vue qui domine la vieille ville, les colonies qui l'encerclent et les lieux essentiels aujourd'hui fermés ou restreints, Anouar décrit une réalité plus profonde.
Selon lui, la ségrégation et la discrimination ne se résument pas au contrôle militaire et à l'implantation des familles coloniales qui étouffent les habitants. Elle touche aussi les biens communs, comme l'accès à l'eau, entièrement contrôlé par les autorités israéliennes. Alors, l'eau arrive dans le robinet une fois par mois, parce que en Israël, l'eau est au monopole et nous achetons l'eau aux colonies. Jamais il y a une coupure d'eau dans la colonie. Et le colon consomme 6 fois plus que moi. Et ça peut arriver jusqu'à 20 fois, 25 fois qu'on n'a pas d'eau dans le robinet. Nous pénétrons enfin dans la vieille ville. Ici, la ségrégation devient palpable. Les ruelles étroites mènent aux entrées du souk, où les fermetures imposées par l'armée israélienne ou par les colons interrompent régulièrement le commerce et brisent le rythme quotidien des habitants. L'armée israélienne est habituée à fermer toutes les entrées perpendiculaires au souk. Mais à chaque fois qu'ils mettent un portail en ferraille, le peuple, quelques jours après, détruit. Voilà. Malgré la résistance des Palestiniens, Anouar souligne l'impact de ces fermetures. Entre les colonies et la population autochtone, 107 barrages et points de fermeture fragmentent désormais la ville. Elles poussent encore et toujours des familles à quitter leur foyer et par le passé ont déjà entraîné le départ de dizaines de milliers de résidents. Les Israéliens, en 1980, ont installé aux 7 entrées de la ville 7 tourniquets. Et ils n'ont pas arrêté d'embêter les habitants de la vieille ville au point où, en 1993, au moment des accords d'Oslo, ils n'ont resté sur les 35 000 qu'un millier d'habitants dans la vieille ville qui est d'1 kilomètre carré. Ici, c'était le centre-ville pratiquement. Ici, c'était la rue principale d'Hébron. Il y avait derrière la station de bus qui est devenue un camp militaire, une colonie. Sur les 3 kilomètres, à droite et à gauche, c'est fermé, il y a des fermetures et c'est réservé aux colons. Alors les colons, quand ils veulent venir visiter ce côté-là, ils sortent d'ici et continuent jusqu'à la mosquée d'Abraham. Ils veulent dire que nous sommes là, tout simplement. Ils savent ce que c'est. En fait, ils marquent le coup. تعال جاي تعال جاي حاضر حاضر حاضر. طبعا معظم هذه الزوايا الآن لأنها تقع في منطقة H2 المجاورة للمسجد الإبراهيمي تم إغلاقها من قبل سلطات الاحتلال. لم يتبقى من البلدة القديمة إلا حاراتها، والآن طبعا السكان بسبب المضايقات اليومية شبه اليومية من السلطات الإسرائيلية بدأ السكان بالهجرة من البلد والتوجه نحو أطراف البلدة القديمة، وهذا شيء مؤسف جدا. وأنا بتمنى على الجميع أنه يحضر هون لتقوية أواطر الصداقة والسلام والمحبة بين الشعوب. Alors, tous ces bâtiments-là, tout ça, à gauche, c'était des cabinets de médecins, d'avocats, de dentistes, de commerçants. Ça grouillait de monde. Maintenant, c'est vide, c'est vidé, c'est fermé. Voilà. À mesure que nous avançons dans la vieille ville, Anouar égrène avec émotion les traces d'un monde disparu. Plus de 1800 commerces sont fermés dans cette zone H2 sous contrôle israélien, dont plus de 500 par ordonnance militaire. La vieille ville est aujourd'hui vidée de sa vie. Il s'arrête souvent, prend le temps de saluer les habitants qu'ils reconnaissent tous. Une femme croise notre chemin et nous confie, avec amertume, que les colons peuvent construire où ils le veulent, au milieu même de la communauté palestinienne, à qui l'on refuse ses droits élémentaires. C'est alors que Julien remarque que sa caméra n'est pas passée inaperçue. Un soldat israélien l'interpelle. Un instant de tension, vite dissipé. L'échange reste cordial. Le militaire lui explique même l'origine d'une nouvelle maison coloniale implantée au beau milieu des commerces palestiniens. Les colons sont venus s'installer il y a 1 mois, mais là, ils sont en train de réhabiliter. Ils n'y habitent pas vraiment. Et vraiment à se demander, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Ils ont tellement d'espace ailleurs. Et donc, bientôt, il y aura des colons qui habitent ici. Voilà. Face à cette réalité qui se déploie sous nos yeux, plusieurs questions nous taraudent. Mais qui sont ces colons? Qu'est-ce qui les pousse à venir s'installer ici? Et d'où viennent-ils? Il y a des Français, évidemment, des Américains,
et surtout les gens d'ex-pays de l'Est, souvent des colons qui sont là pour des raisons économiques. Parce que l'État subventionne la colonisation et c'est beaucoup moins cher qu'en Israël. Maintenant, les colons qui sont ici, dans la vieille ville, c'est la crème des crèmes des colons qui se considèrent comme pionniers à la colonisation et qui sont vraiment d'extrémisme même. À Hébron, dans la zone H2, l'armée israélienne impose sa loi. De nombreux foyers familiaux sont évacués sous des ordres d'expulsion répétés, dans une stratégie méthodique qui vise à vider la vieille ville de ses habitants palestiniens. Hebron more difficult, not like the same Ramallah, Bethlehem, Jerusalem, like the settlers people inside our city. Like a soldier, police, allow make what you want with us. Like that situation be very bad. You want to make a Palestinian out. Chaque Palestinien, quand il a une ordonnance militaire pour confisquer sa terre, ou fermer sa maison, ou l'expulser de chez lui, il s'adresse en général à la Cour suprême. Ça coûte très cher. Ça commence par $10,000. Très rarement, il y a des jugements en faveur des Palestiniens. Moi, j'ai vu 3 fois l'armée venir pour rendre aux Palestiniens leurs biens. Les colons étaient là, armés. Donc, même quand la Cour suprême juge en faveur des Palestiniens, et c'est très rare, les colons interdisent par la force l'exécution des juges. Pourtant, malgré cette pression quotidienne, les habitants tiennent bon. Surtout ceux qui font vivre les boutiques et les échoppes. Hébron fut autrefois un carrefour commercial majeur, lieu de passage des caravaniers, des marchands, des pèlerins et des voyageurs. Cette mémoire de prospérité continue de briller dans le regard des commerçants qui s'accrochent à leur activité. Tu connais l'Obson? Tu connais l'alcool? Oui, justement, c'est de ça. Ça. C'est un très bon médicament dans notre culture. Hala, Taya Mohamed. Alors, tu peux photographier cette boutique parce que pour moi, c'est un spécimen des boutiques multicommerces jadis. On avait des dizaines à Hébron. Maintenant, il n'y en a pratiquement aucune. This building is very old, belonged to Al-Mamluk era. Al-Mamluk is 850 years old. And also, we have this press or mill from the Ottoman time, the Turkish time here in Hebron. Also, Hebron is famous for a blow glass. This type of glass, we color it by hand in Gaza Strip. We blow the glass here, then we send it to Gaza to do the coloring by. But this is what left before the war. We can't get more stuff now. The only problem here we face that we don't see a lot of people around here because of the political situation, the harassment of the Jewish settlers and Israeli army in this area. That's why we keep encouraging everybody come here to motivate more people to come to this area, to make it life like before. And also we encourage them to support us and support these shops, and you're welcome. Welcome. Anouar a à cœur de nous présenter ceux qui refusent de baisser le rideau. Il nous conduit jusqu'à la petite boutique de savon de Loubna, ancienne journaliste, qui nous raconte comment, chaque jour, elle lutte pour garder sa porte ouverte et faire vivre les ruelles d'Hébron. Hebron city is very nice. The old city is very, very nice, and it is very old. All people are kind. They respect each other. They receive everyone who comes out of Palestine. We have a good relation with all the neighbors, except the settlers. We don't have a good relation with them because they closed all the area. Every Saturday, they pass it from here. They force people to close their shops and to make the place safety, to let the settlers pass it from this area. So we invite all the people from all over the world to come and visit Hebron. Please come and see our sufferance from the occupation, from the settler. We hope one day that peace will achieve in Hebron or in all Palestine, to come free and to live in a secure place and in independent way, Inch'Allah. Au-delà de l'économie qui s'étiole, c'est le quotidien lui-même qui s'est transformé en champ de bataille. Anouar nous entraîne plus loin dans les ruelles,
là où les filets de protection tendus au-dessus de nos têtes racontent une autre histoire, celle d'une violence ordinaire installée dans chaque recoin de la vieille ville. C'est une colonie. Les dames colonnes et les colons jettent leur saleté, leur détritus là. Et aussi, les dames colonnes ici adorent jeter les eaux usées sur les gens qui passent. Regarde, ici, il y a des eaux usées. Souvent, j'ai croisé les enfants des colons, notamment le samedi, quand ils passent par là, ils jettent des pierres. Et une fois, j'étais avec le consul général de France à Jérusalem et sa famille. Et les enfants de colons, ils nous ont agressés en passant. On était là. Ils agressent tout le monde. Ils traversent, ils montent sur le toit et ils jettent des pierres sur les passants de l'autre rue. Agressivité permanente. Que veux-tu que je te dise, moi? Évidemment, en face de la colonie, c'est interdit d'habiter pour les Palestiniens. Donc, vous voyez, ça tombe en ruine quand c'est pas habité. That's why they closed the shop, because the settlement living here. You see this here, he closed it because settlers, you throw garbage or stones. This here settlers, behind you settlers, here settlers, behind my house there's all settlers. You see our window, my house, they close here. Well, that not open nothing. So here you see open a little bit. Anouar se souvient. Il raconte ces moments où les colons ont tenté de s'emparer de maisons, de commerces, de terrains. Parfois, les habitants ont tenu bon, parvenant à repousser l'assaut. Les colons, ils descendaient de la colonie par derrière dans les boutiques pour essayer de les occuper. Et c'est arrivé dans cette boutique-là aussi. Les colons sont descendus par derrière pour casser la boutique et pour l'occuper. Et puis, il a mis du béton et il l'a sauvé comme ça. Ici, c'était une école pour les enfants de réfugiés. Maintenant, c'est une colonie avec un musée sur le massacre de Hébron en 1929, où c'est dit, parce que je l'ai visité, j'ai eu l'occasion de le visiter, c'est dit que 67 Juifs ont été assassinés, sauvagement assassinés, je peux dire, et ils ne parlent pas, malheureusement, de milliers de Juifs qui ont été sauvés par les habitants d'Hébron. Voilà, par beaucoup de familles. Regarde. Ici, H1. Ici, H2. Tu vois, au début, quand il y avait des affrontements et des Palestiniens qui jettent des pierres contre l'armée israélienne, ils étaient là. Et l'armée restait là. C'était toujours plein de pierres, de grenades lacrymogènes et tout ce qu'on veut. Mais petit à petit, le peuple a gagné. Ça avait une résistance quand même civile, quoi. Douce. Une résistance douce. Voilà. Tu sais, quand il y a eu le début de la deuxième intifada, toutes les mitraillettes dans les colonies tiraient n'importe où, n'importe comment. Il y a des tirs qui sont encore là, qui viennent des colonies qui sont en face. Ces façades criblées de balles racontent l'histoire récente, celle d'une violence quotidienne. Mais derrière ces cicatrices, Anouar nous invite à regarder plus loin. Une histoire de passage, de rencontres et de richesses aujourd'hui oubliées. Alors ici, c'est une caravansérail. Ici, il y avait la restauration. Là, il y avait les gardiens. En face, il y a les chambres d'hôtes, il y a la mosquée. Hébron, c'était une ville de passage. Il y avait la caravane qui venait d'Istanbul, Damas, Jérusalem, Hébron, Beersheba, Gaza, le Caire, et vice-versa. Mais en 1948, il y a eu la création d'Israël. Donc, Hébron est devenu un cul-de-sac. Il n'y a aucune famille qui ne vient pas d'Hébron qui s'est installée à Hébron. Alors qu'avant, on sait que telle famille et telle famille ne sont pas originaires d'Hébron, ils sont venus de l'extérieur. Et c'est presque la moitié des gens d'Hébron actuellement. Et c'est pour ça que je dis que Hébron est pratiquement la ville la plus conservatrice au Proche-Orient. Parce qu'il n'y a pas de passage. Et on est enfermé. On est isolé plutôt. Et c'est fini maintenant, c'est Berlin.
alors que c'était prospère. C'est en 2007, nous avons voulu faire déclarer Hébron patrimoine universel de l'humanité. Et nous avons commencé à travailler sur le dossier. Et pour faire reconnaître l'endroit comme patrimoine universel de l'humanité, il faut que ça ait une particularité qui n'existe pas ailleurs. Et donc, à Hébron, on a trouvé ce qu'on appelle le Hoche. C'est ça, un Hoche. Et ce n'est qu'en 2017 que nous avons obtenu Hébron, patrimoine universel de l'humanité, et Hébron, patrimoine universel de l'humanité, en danger. Parce que c'est un patrimoine en danger à cause de la colonisation. Ce sont mes amours, ahbabi. Sans ahbabi. Donc c'était surtout une architecture défensive. Tu vois, ici il y a une sortie par là, une sortie par là, des gens qui sortent de l'autre côté, parce que bon, il y avait des guerres. Hein. On peut échapper aux attaquants. Mais même avec l'armée israélienne, hein, quand il y avait des gens qui jetaient des pierres et qui entrent dans un house comme ça, les soldats ne pouvaient pas savoir par où ils sont sortis. La vie ici est infernale, c'est vrai, mais ce n'est pas encore impossible à vivre. Actuellement, pour moi, personnellement, surtout à travers les activités de l'Association des Centres culturels en France, on essaye d'aider les enfants à s'exprimer par le dessin. Et aussi, on a des expositions des gens de la culture en permanence. Nous avons actuellement une production culturelle, que ce soit en matière de cinéma, ou de peinture, ou des photos, de poésie, ou de romans. C'est la productivité culturelle palestinienne n'a-t-elle jamais aussi dense dans tous les domaines culturels. Et je crois que les gens de la culture vont favoriser l'arrivée d'une solution politique basée sur le droit international. Je refuse d'être pessimiste. Sinon, je ne pourrais pas vivre. Anouar est optimiste. Lorsque Julien lui demande ce que nous, visiteurs et témoins, pouvons faire pour Hébron et sa population, il répond sans hésiter. D'abord et avant tout, venez nous voir, passez une journée avec nous. Vous connaissez la situation sur place, vous comprendrez mieux. Et puis, après, surtout, parlez de la Palestine partout, tout le temps. Parlez de la Palestine. Demandez justice, interpellez vos élus, parlez avec les journalistes. Le plus grand danger qui guette la côte palestinienne, c'est qu'on retourne à une situation comme avant le 7 octobre. Malheureusement, avant le 7 octobre, on ne parlait plus de la Palestine. Hein. Et là, si on ne parle plus de la côte palestinienne, c'est grave. Ça pousse beaucoup de monde à la violence, pour s'exprimer. Et bien sûr, dans tous les domaines d'activité, vous pouvez subventionner ce que vous voulez. Ça va de soutien scolaire, enseignement de français, voilà. Et surtout venir nous voir, nous aimerons recevoir.